Bon, on y va. Allez, c'est parti. Bonsoir à toutes et à tous ceux qui nous suivent en direct ce soir. On est à Aix-en-Provence, on est dans les locaux de la Ligue Méditerranée de football qu'on remercie parce qu'il est déjà tard, il fait nuit dehors. En tout cas, vous êtes beaucoup à nous suivre ce soir, environ une cinquantaine en direct, et vous aurez aussi l'occasion de voir cette première table ronde sur le coaching à distance en replay. Donc, n'hésitez pas à le faire savoir et à vous connecter un peu plus tard. Je suis avec Nicolas Guilleneuf, qui est avec toute son équipe l'organisateur de cette soirée. Ils vont se présenter rapidement un petit peu plus tard dans la soirée. Voilà, on les voit. Plus beaucoup d'invités qui sont autour de la table. Ils auront l'occasion de se présenter. Nico va coordonner la soirée. Techniquement, c'est lui qui va faire tourner la caméra. Vous allez voir, ça va zoomer sur les intervenants. Et je vais tout de suite appeler Thomas Pigua, le créateur, l'initiateur de ce réseau, de ce groupement Experts for Coaching. Thomas, bonsoir. Est-ce que tu peux te présenter et présenter l'histoire et la genèse de Experts for Coaching? Avec grand plaisir. Donc, je suis Thomas Pigua. Je fais du coaching sportif depuis une vingtaine d'années, essentiellement dans le sud de la France. C'est du coaching vraiment orienté sur les sports d'endurance. Je suis triathlète à la base et j'ai rapidement eu un gros coup de cœur pour le trail et la course à pied. Mon idée au départ, c'était vraiment de pouvoir fournir le coaching de mes rêves en fait à mes clients. Et tout seul, c'était très compliqué au début. Et rapidement, en fait, j'ai compris il fallait que je joigne mes forces aux autres coachs. Je me suis associé en premier, ils sont tous dans la salle, à Olivier Jean qui est dans la salle. Olivier, ouais, qui a commencé avec moi sur le club de Aix-en-Provence. Ensuite, il y a Nico et Benjamin qui m'ont rejoint. Voilà. Et le tout dernier arrivé, qui est dans l'angle là-bas, qui est Romain. Voilà. Donc, on est hyper content de pouvoir lier nos compétences et voilà, de développer ça et de pouvoir vraiment donner un cadre à cette activité. Je pense qu'il y en a vraiment besoin, quoi. C'est exactement ça. On va y revenir toute la soirée sur tout le panel de ce qu'on propose, notamment avec nos invités. Et puis, on va parler aussi réglementation parce que c'est très important. Nico, si tu peux passer à la slide suivante, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors, la présentation de la soirée, ça va se mettre en place, vous inquiétez pas, on a repéré tout l'après-midi, on a répété. Donc, normalement, c'est comme au théâtre, c'est un petit peu au début, mais après, tout se passe bien. La thématique, c'est donc avenir et professionnalisation du coaching à distance et des sports d'endurance, puisque c'est pas seulement le trail, ça peut être aussi le triathlon, le running et d'autres sports d'endurance, le vélo. Le programme de la soirée. Alors, on va passer ça autour de sept thématiques. On va faire un rapide tour d'horizon des intervenants qui sont à la fois ici autour de cette table, mais en même temps chez eux. Il y en a certains qui ont pas fait le déplacement. On est aussi attentif à la planète. Il y en a qui sont à Paris, notamment je vois Adrien Tarenne à la Fédé que je remercie. Il y aura aussi des athlètes qui seront là tout à l'heure. On va parler de course à pied, de trail. On fera un état des lieux de la situation avec Romain de Run Motion Coach. On parlera aussi de entraînement coach à distance. Ça sera le quatrième point avec Nolio, avec François et Alexandre. On parlera aussi de tout ce qui est de l'avenir, les opportunités sur le monde du trail et de la course à pied. Le réseau ESC, Experts Sport Coaching, on fera un état des lieux de ce qu'ils veulent en faire aujourd'hui, de là où ils veulent en venir. Et bien sûr, on fera les témoignages ici, une petite table ronde de témoignages, questions-réponses. Et après, on donnera la parole à nos invités et à vous. Alors vraiment, vous n'hésitez absolument pas à poser vos questions. Alors la seule moyen de poser vos questions, c'est le chat. Et on a Olivier qui va être derrière son ordi. C'est un peu comme et Romain. C'est un peu comme vos élections. C'est eux qui vont tout centraliser et on essaiera de répondre à vos questions. Enfin, ils essaieront de répondre à vos questions. Et je vous assure que ça va être très intéressant parce que vous allez sans doute apprendre des choses et vous allez peut-être avoir des surprises. Notamment, on va peut-être vous faire une annonce qui sera une première. On y va? C'est parti. Les intervenants. Alors, Nico, tu es à mes côtés pour présenter la soirée. On a Romain Adam
qui est ici, qui va lever la main de Run Motion Coach. On a Alexandre et François, alors je ne vais pas donner forcément les noms de famille, de Nolio. On a Adrien Tarenne, responsable du développement running. Tu me diras, Adrien, si je me trompe, mais c'est peut-être ça au niveau de la FFA, Fédération Française d'Athlétisme. Tu peux activer ton micro, Adrien, pour qu'on te voit. Rémi Delacour. On a Thomas Pigois qui s'est présenté tout à l'heure. Et les 4 athlètes qu'on aura tout à l'heure, c'est Hugo Deck, bien connu dans les pelotons de trail, Valérie Michaud, Julia Arny et Marilyn Nakache, aussi très connue. Elle qui a remporté notamment le Marathon des Sables et un titre de championne de France. Et la TDS aussi. Et la TDS. Alors, on passe au point numéro 2, course à pied et trail, état des lieux. Et je laisse tout de suite la parole à Romain, Run Motion Coach, la jeune start-up, qui va déjà se présenter, parce que c'est vrai que tout le monde ne connaît pas forcément Run Motion Coach, et qui va nous décrypter le tableau avec les chiffres que vous avez à l'écran. Donc moi, c'est Romain Adam, cofondateur de l'application Run Motion Coach, qui est une application de coaching automatisée avec une intelligence artificielle pour générer des plans d'entraînement. J'y reviendrai peut-être un peu plus tard. L'idée donc de ce baromètre du running, c'était la 4e édition, c'est-à-dire en 2024. On avait fait un premier baromètre en 2020 à la sortie du confinement, puis 2021, 2022, 2023. Donc là, en fait, ce baromètre est un petit peu complémentaire à des observatoires qui ont pu être faits par d'autres organismes par le passé. Je pense aussi à la Fédération française d'athlétisme qui avait pu faire des études, je pense que c'était 2015-2016, si je ne dis pas de bêtises. Nous, l'idée, c'était d'aller sur un panel de gens qui sont des coureurs réguliers, puisque quand on voit la plupart des observatoires qui ont pu être faits, ils sont plutôt sur des coureurs occasionnels. Et on s'est dit que c'était quand même intéressant de se focaliser sur des coureurs réguliers qui courent au moins 2 fois par semaine. Plusieurs raisons. C'est que c'est avant tout des gens qui ont besoin d'un coaching quand on court à partir de 2 fois par semaine. Mais c'est aussi ces personnes-là qui sont des prescripteurs pour leurs proches. Quand on parle de façon de s'entraîner, aussi de matériel, puisque on a l'habitude de connaître des coureurs, et c'est des gens qui courent souvent, on va leur demander des conseils. Donc c'est pour ça qu'on s'est basé sur ces coureurs réguliers. Donc ces coureurs réguliers, en moyenne, ils courent 3,8 fois par semaine, 10,8 km par sortie. Il y a un peu plus d'hommes que de femmes parmi les répondants à ce questionnaire, qui a été fait auprès de 2862 personnes, dont une partie faisait partie de l'application Run Motion Coach, mais une autre partie qui est des coureurs qu'on a interrogés, notamment via les réseaux sociaux. Donc, ce qu'il faut observer, c'est que on est probablement tous des grands coureurs. On coach aussi des grands coureurs. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que quand même la grande majorité des coureurs réguliers courent 3 fois par semaine ou 4 fois par semaine, puisque 44% des répondants indiquaient courir 3 fois par semaine et 27% 4 fois par semaine. Donc, le gros quand même des coureurs réguliers, c'est des coureurs qui courent 3-4 fois par semaine. Je peux passer à la slide suivante. Ce qu'on a aussi demandé donc à ces coureurs, qui sont des coureurs réguliers, qui sont en général assez connectés, c'est qu'en moyenne, 80% des coureurs courent la plupart du temps seuls. Donc ça veut dire que ces gens-là, quand on pose la question, quand on revient à coureurs qui courent 3 ou 4 fois par semaine, ça veut dire que la majorité de leurs sorties, donc 2 à 3 fois par semaine, ils vont le faire seuls. C'est 80% des coureurs réguliers. Et on va retrouver des coureurs qui vont quand même courir aussi de temps en temps avec des amis, avec des clubs de course à pied, que ce soit des clubs affiliés à la fédération ou non, également avec des amis. Et donc, les gens qui courent majoritairement en groupe sont 10% qui courent avec un groupe de running, un club, 5% avec des amis, 2% avec quelqu'un de la famille et 2% avec des collègues. On leur a aussi posé la question de comment ils s'entraînent. Donc, ce qui est rassurant pour aussi tout le monde autour de la table, c'est que la plupart des coureurs réguliers qui courent donc en moyenne 3-4 fois par semaine sont des gens qui ont un programme d'entraînement, parce que 70% disent qu'ils suivent régulièrement un plan d'entraînement, avec 25% qui sont avec un coach personnel ou un club, 25% avec une application de coaching, et 20% avec un plan d'entraînement sur Internet ou sur un magazine, sur des programmes qui sont plus figés. Et donc 28% sans plan d'entraînement qui le font en feeling et 2% qui vont faire le même programme que leurs amis.
Et puis, ce sera le dernier focus par rapport à ce baromètre du running que je présente aujourd'hui. C'est le lien en fait qui est de plus en plus poreux entre la route et le trail. On aime bien en général catégoriser, voir soit que des coureurs sur route, soit que des trailers. La réalité, en tout cas l'analyse de ce baromètre, c'est que la plupart des gens font les deux, puisque 48% des coureurs réguliers en France font à la fois des courses en compétition sur route et en trail, 34% que de la route et 18% que du trail. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que 41% ont changé de discipline par rapport à leur discipline de départ et que 29% d'entre eux ont rencontré des difficultés, notamment pour passer de la route au trail, avec notamment les sujets de dénivelé, des sujets de terrain d'entraînement qui ne sont pas forcément tout le temps accessibles quand on est dans une grande ville, par exemple. Quels entraînements je vais devoir faire pour m'adapter à ces sorties en montagne. Et donc, pas mal de sujets d'accompagnement. Et c'est la bonne nouvelle, c'est que les coureurs réguliers en France cherchent un accompagnement. Merci Romain. Juste une précision que Romain et Guillaume, son frère, sont aussi d'excellents coureurs, parce que Guillaume a terminé 3e du marathon pour tous au JO, c'est ça? Exactement. Donc je pense qu'ils savent de quoi ils parlent. En tout cas, un baromètre très intéressant que va sans doute pas contredire. On va lui donner la parole juste après à Adrien Tarenne, parce que c'est aussi monsieur chiffre à la Fédération française d'athlétisme. Donc on voit vraiment une évolution à la fois du running et des comportements, et tu le disais, des barrières qui sont en train petit à petit de se casser, puisqu'elles sont de moins en moins étanches entre la route et le trail. Nico, on peut passer à la slide suivante. Voilà, coach et éducateur sportif, généralité, légalité, responsabilité, un vaste sujet qui concerne aujourd'hui tout le monde et beaucoup de coachs, où il faut même d'ailleurs définir parfois ce que peut être un coach, mais on va y revenir un tout petit peu plus tard. Alors, justement, je vais tout de suite donner la parole à Adrien. Adrien, merci d'avoir activé ton micro. Bonsoir Adrien, tu es en direct de Paris. J'ai dit, tu es responsable du running, du développement du running à la FFA. Tu modifies ou tu rajoutes si c'est nécessaire. Je voudrais que tu reviennes sur les chiffres de Romain, parce que je pense que tu as à peu près les mêmes chiffres, où tu peux compléter ou analyser, parce que tu sais aussi parfaitement analyser et tu es aussi pratiquant. Tu étais au marathon pour tous, tu fais aussi du trail, donc tu es vraiment, toi, partout. Et puis après, on reviendra sur cet encadré rouge, parce qu'il est très important. Oui, merci. Bonsoir à tous. Merci Fred, merci Nicolas pour l'invitation. Oui, tout à fait, des chiffres tout à fait qui donnent des tendances tout à fait pertinentes que nous, on recoupe aussi. Pour donner peut-être quelques compléments sur les grandes masses, Romain parlait très rapidement des coureurs aussi occasionnels. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, les personnes qui se déclarent coureurs occasionnels, c'est du déclaratif et puis c'est très, très variable. C'est pour ça que je le rejoins complètement sur le fait que c'est une population qui nous intéresse, mais peut-être pas autant que les coureurs réguliers. Ils sont entre 11 et 13 millions en fonction des études. Et puis après, il y a aussi un autre chiffre que je trouve assez intéressant, c'est les compétiteurs, ceux qui accrochent un dossard. Alors, ils ne sont pas très faciles à traquer de façon extrêmement précise, mais on estime qu'on est sur l'ordre d'idée, c'est 2 à 3 millions. Là aussi, c'est du déclaratif. Ce n'est pas toujours, comme je disais, évident à traquer. Et puis après, pour les chiffres de la fédération, donc les personnes qui sont licenciées, qui pratiquent le running et qui sont en club, on est très très loin de ces ordres de grandeur-là, puisqu'il y a un tiers des licenciés aujourd'hui à la Fédération française d'athlétisme qui pratiquent la course à pied, le trail, la course sur route, etc. Donc environ 100 000 licenciés avec la principale limite, et c'est là que les différentes solutions qui sont représentées là ce soir sont intéressantes. La principale limite, c'est les créneaux physiques sur chaque semaine où les licenciés se rendent en théorie. Mais oui, des tendances qui sont hyper intéressantes, et puis surtout le besoin d'encadrement. Et je pense que c'est ça aussi qui nous intéresse particulièrement ce soir, ce besoin d'encadrement qui a été relevé à travers cette étude, qu'on ressent évidemment aussi, et qui est hyper importante. Et c'est un des enjeux d'essayer de préciser, en tout cas de donner des orientations et de débattre autour de qu'est-ce que c'est que cet encadrement, comment garantir aussi quelque part un encadrement de qualité quand on est un pratiquant, ou est-ce qu'on va chercher un encadrement de qualité
quels sont les différents paramètres qui rentrent en compte, quels sont les acteurs auxquels on peut être confronté. C'est un petit peu le sujet qu'on peut essayer d'éclaircir, j'espère, en tout cas ce soir. Alors, si je reviens à un sujet, sans rentrer dans trop de détails, parce qu'en plus, j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent tout à fait ça. L'encadrement, aujourd'hui, il peut être bénévole ou professionnel. Donc, professionnel, c'est contre rémunération. Bénévole, aujourd'hui, on peut avoir tout à fait, c'est possible d'aller dans un club ou dans une structure, une association et de rencontrer une personne qui est bénévole, donc qui fait ça sans rémunération. Après, il faut savoir quand même que cet encadrement bénévole, les responsables de cet encadrement, ils ont une obligation de moyens, donc ils sont quand même obligés d'avoir, ils ne peuvent pas prendre n'importe qui, ils doivent prendre quelqu'un qui donne un minimum de garantie, que ce soit en termes d'expérience ou de diplôme. Et puis après, très rapidement, l'encadrement professionnel, là, c'est beaucoup plus cadré. Et il s'agit beaucoup plus, complètement même de personnes qui disposent de différents types de diplômes, des diplômes d'État ou les diplômes de la Fédération française d'athlétisme avec le CQP. Et puis, pour le secteur qui nous intéresse, on a aussi le diplôme d'accompagnateur moyenne montagne, qui est également un moyen d'encadrer la pratique du trail. Après, oui, vas-y Fred, vas-y. Non, Adrien, la transition est parfaite. Tu parlais tout à l'heure d'encadrement, mais c'est vrai qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est l'encadrement, mais pas n'importe quel encadrement. Et on voulait que tu interviennes parce que c'est aussi le rôle de la Fédé qui est délégataire de la pratique du running et du trail. Et on voulait que ce soit toi qui lises justement ce premier encadré que tu es en train de citer. Alors, je ne sais pas si tu arrives à le voir, mais tu le lises parce que c'est un élément hyper important dans l'encadrement aujourd'hui. Oui, très bien. Alors, donc, seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique et sportive ou entraîner ses pratiquants à titre d'occupation principale ou secondaire de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du 4e alinéa du présent article, du présent code. Les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle, et puis garantissant la compétence, etc. Voilà. Donc, c'était important de signifier, il y a 2 éléments importants, c'est la compétence professionnelle qui peut être validée par un diplôme, tu en as parlé tout à l'heure, les diplômes d'État, les CQP, les STAPS aussi, pourquoi pas, mais c'est surtout le mot rémunération qui est important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on veut être rémunéré pour son activité, on y reviendra, c'est aussi pour l'objet de la conférence ce soir, c'est le coaching à distance. Mais en tout cas, sur le terrain, on doit être diplômé pour être rémunéré. Diplômé et déclaré, donc avoir aussi une carte professionnelle. Exactement. Eh ben, on voulait te l'entendre redire, mais c'est tout à fait ça. On y passe justement, on va donner la parole à Rémi qui va se présenter de Prépa Sport et on va revenir justement sur cette carte professionnelle, Adrien, qui est un document qu'on se procure pas comme ça. Il y a vraiment un processus pour y arriver. Et si ceux qui nous écoutent maintenant ou ceux qui nous écouteront après ont parfois un doute sur le coach que vous avez, savoir s'il est diplômé, s'il est déclaré, vous pouvez déjà aller vérifier avec ce petit lien qui est en haut en blanc, eapspublic.sport.gouv.fr. Mais Rémi va nous en reparler. Bonsoir Rémi. Bonsoir à tous. Donc, Rémi Delacour, je suis le directeur adjoint de l'organisme de formation Prépa Sport. Alors Prépa Sport, ça existe depuis 1993 maintenant, donc ça fait plus de 30 ans d'existence et 30 ans à former les futurs éducateurs sportifs dans différents domaines, aussi bien aquatiques que du multisport dans le cadre du sport santé ou encore sur l'équitation ou les activités de vélo et le triathlon également, en partenariat avec la Fédération française de triathlon. Alors, à chaque fois qu'on doit démarrer une formation, se pose toujours la question du statut que l'on a au moment où on va rentrer en formation et on va commencer à être en situation professionnelle, c'est-à-dire en situation d'encadrement de public. Pour pouvoir être au plus clair sur ces questions-là, il est nécessaire, dès l'entrée en formation, déjà de remplir un petit questionnaire et
d'avoir une attestation de moralité. Cette attestation de moralité permet de vérifier auprès de l'organisme valideur, qui est le ministère de la Jeunesse et des Sports, à travers son entité régionale qu'on appelle la DRAGES, de vérifier 2-3 petits points déjà, ne serait-ce que pour savoir si la personne elle a la capacité juridique à pouvoir encadrer et à être en face d'un public et de pouvoir dispenser les cours qu'elle a dispensés. Alors, capacité juridique, soyons très clairs, c'est un casier judiciaire vierge. Exactement. C'est tout à fait ça. Et c'est le. Alors, à l'entrée en formation, on va demander l'extrait numéro 3. Mais néanmoins, au moment où on rentre en formation, on va demander ce qu'on appelle plus communément dans le jargon de la formation, la carte professionnelle provisoire. Alors, ça ne s'appelle pas vraiment comme ça, c'est une attestation de mise en situation professionnelle qui est demandée sur le même site, l'APS, et où la DRAGES, à ce moment-là, va pouvoir vérifier le casier numéro 2 et vérifier l'honorabilité de la personne qui demande. Donc ça, c'est dès l'entrée en formation. Et à l'issue de l'obtention du diplôme, eh bien, l'éducateur sportif nouvellement diplômé a le devoir de se déclarer sur son lieu d'exercice. Donc auprès de alors ça s'appelle maintenant le SDEJ, le service départemental de l'engagement de la jeunesse et du sport. Donc ça c'est tout nouveau, hein, ça date de là, janvier 2024. C'était ce qu'on appelait les anciennes délégations départementales de jeunesse et sport qui assurent le contrôle, les DDJS qui assuraient le contrôle de tout ce qui concernait les activités sportives et les activités des accueils collectifs de mineurs. Donc, cette déclaration, elle se fait par l'intermédiaire de cette plateforme nationale où on doit déposer copie de ses diplômes, certificat médical, carte d'identité, en cours de validité, bien sûr, et l'extrait numéro 3 du casier judiciaire. C'est assez rapide. En fonction des SDEJ, ça peut prendre entre 8 à 15 jours. Voilà. À l'heure d'aujourd'hui, maintenant, cette carte professionnelle est dématérialisée complètement. C'est-à-dire que jusqu'à il y a quelques années, on recevait une petite carte. Maintenant, on l'a plus. Et ça permet de faire des économies sur les éditions. Et donc, c'est quelque chose qu'on a en dématérialisé et qu'on récupère directement sur son espace personnel d'éducateur sportif. Cette carte, elle n'est pas valable comme ça à vie, bien entendu. Elle a une validité de 5 ans. C'est-à-dire que tous les 5 ans, on fait une demande de renouvellement qui permet au service de l'État de pouvoir vérifier s'il n'y a pas eu des condamnations entre-temps qui empêcheraient d'avoir la capacité à exercer. Voilà un peu pour cette carte professionnelle qui est vraiment l'élément pivot pour vérifier que la personne qui encadre a toutes les compétences et également toute l'honorabilité pour le faire. On peut ajouter aussi, parce que moi je suis concerné par cette carte professionnelle, que les services de l'État sont assez performants. C'est vrai que c'est très court les délais et qu'aujourd'hui, vous pouvez être sûr que ce site, il est parfaitement à jour. En plus, il a été remodelé au cours du mois d'août, là, 2024. Donc, c'est tout frais. Donc, vous verrez. Et alors, pour certains éducateurs sportifs, il n'y a pas besoin de ce recyclage. Nous, en tant qu'accompagnateur en montagne, on y reviendra tout à l'heure, on est soumis à un recyclage tous les 6 ans. Et si le recyclage n'est pas fait, ça apparaît aussi dans le dossier du candidat, puisque la carte n'est pas renouvelée finalement. Puisqu'il faut qu'on renouvelle notre carte en ayant fait notre session de recyclage. Tout à fait. Vas-y. Alors, on va passer à cette nébuleuse du coaching intitulée le flou. Vous voyez, on a défini on a essayé de définir. Alors, le coaching en anglais, ça veut dire entraîneur, ça veut dire conseiller, ça veut dire un petit peu tout. Mais comme vous le savez actuellement en France et un peu partout dans le monde, le mot coaching s'est vu développer à toutes les sauces. Alors, un petit schéma qui vous met le coaching sportif, le coaching de vie, le coaching entrepreneurial, le coaching alimentaire, le coaching mental. Enfin, on a du coaching à toutes les sauces. Et aujourd'hui, on ne sait plus trop où on va.
comment même le définir et pouvoir mettre vraiment une identité propre à ce que vous allez aller chercher. Alors, pour essayer d'y voir un peu plus clair, Rémi le disait, Adrien, t'interviens hein, si tu veux compléter par rapport à ces éléments. Donc, il y a le coach et éducateur sportif. Et aujourd'hui, l'État, puisque c'est des chiffres de 2022 et 2021, délivre un certain nombre de diplômes. Alors, vous avez les diplômes dans les trois sphères. Il y a la sphère, alors peut-être que Rémi, tu veux en parler, compléter. Il y a les diplômes d'État qui sont aussi adossés. Alors, dans cette bulle-là, il y a les diplômes d'État et les brevets d'État. À côté, il y a tout ce qui est diplôme STAPS. Et à côté, il y a les CQP. Je te laisse expliquer. Alors, il y a effectivement trois catégories un peu de diplômes. Dans tout ce qui va être la sphère orange là, des diplômes d'État, on va retrouver les diplômes qui sont sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et des Sports et qui sont décernés par les DRAGES et qui vont démarrer pour donner les cartes d'éducateur sportif au niveau BPGEPS, qui est sur le même niveau de qualification que le baccalauréat, sur le niveau 4 de qualification professionnelle. Au-dessus, on va monter sur les DEGEPS, donc diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Et on ira derrière sur, donc ils sont à diplôme de niveau 5, donc c'est-à-dire l'ancien niveau 3. Et on passe après derrière sur le DES, JEPS, diplôme d'État supérieur. Alors, pour schématiser un petit peu, le BPGEPS va être le diplôme d'animateur, d'encadrant, d'initiateur, voilà, de coach à des fins d'initiation découverte. Le DE, lui, sera plutôt sur une typologie d'entraîneur et le DES plutôt sur une typologie de manager. Donc ça, c'est pour les diplômes relatifs au ministère. Après, vous avez toute la filière STAPS. Donc là, on change de ministère, mais on a quand même accès à une carte professionnelle à partir de la 2e année de la licence. Donc, une fois que la L2 STAPS est validée, on a des prérogatives d'encadrement en initiation découverte. Après, on est sur la L3 qui va pas changer grand-chose. Et sur les masters, là, on va rentrer dans des spécificités sur de l'entraînement sportif, sur du management ou encore sur l'activité physique adaptée et de santé pour travailler plus dans le milieu de la rééducation fonctionnelle et autres paramédicales. Et en marge de ça, vous avez les fédérations qui portent elles-mêmes leurs propres diplômes ouvrant droit à rémunération, qu'on appelle les certificats de qualification professionnelle. Alors, certains CQP sont portés par une fédération unique et vous en avez d'autres qui sont portés par un consortium de fédérations. Pêle-mêle, je peux vous citer le CQP d'animateur de loisirs sportifs qui, lui, est porté par l'UFOLEP, par la FFGT, etc. Et vous avez d'autres CQP comme le CQP d'instructeur fitness, par exemple, qui a vu le jour il y a un peu moins de 2 ans maintenant, qui lui est porté par la Fédération française de fitness, appuyé aussi par une entité européenne qui s'appelle Europe Active. Voilà, donc ça, c'est un peu le panel des diplômes en France qui permettent d'avoir une carte professionnelle. Après, je pense qu'Adrien, tu as peut-être envie de compléter. Je crois que du côté de la FFA, vous avez aussi des diplômes d'entraîneurs de différents niveaux. Oui, alors peut-être juste en revenant sur ce qui était présenté, Rémi, je pense que tu seras en mesure de confirmer, mais peut-être que pour expliquer un tout petit peu la dissociation L2, L3, souvent c'est sur la notion d'encadrement avec un objectif de compétition ou non, en fonction de la licence entraînement sportif ou pas qu'on obtient en L3. Et après, sur les diplômes qui sont reconnus, c'est aussi un élément important parce que c'est une démarche souvent qui est à l'initiative des STAPS, mais il faut qu'ils soient inscrits, ces diplômes, dans un RNCP, Registre national, c'est ça, des certifications et
Ça doit être quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Hein. Donc, c'est quand même pour dissocier, il y a certaines subtilités, certaines démarches qui sont quand même importantes à dissocier. Et après, très rapidement, sur le CQP, il y a aussi une portée à travers ce CQP qui est de régulariser un certain nombre d'encadrants qui exercent ou exerçaient au sein des structures sportives avec une formation qui peut être un petit peu plus facilitée et en lien avec la fédération, souvent avec laquelle ils sont déjà en interaction régulière, quoi. Donc, c'est souvent une formation qui est un petit peu plus light, il me semble. Et après, en effet, il y a des diplômes fédéraux, mais qui, eux, sont des diplômes bénévoles, qui ne sont pas des diplômes destinés à des professionnels, en tout cas à la Fédération française d'athlétisme. Après, nous, à la Fédération française d'athlétisme, on a donc un certain nombre de CQP qui font appel à… Donc, c'est des parcours composés de modules en fonction des spécialités. Et on va retrouver dans les diplômes destinés aux bénévoles des modules similaires à ceux du CQP. Ce qui fait que quand on est déjà peut-être entraîneur niveau 2 ou niveau 3 bénévole, fédéral, on a un certain nombre de facilités pour accéder ensuite au CQP qui, lui, est un diplôme professionnel. Très bien, Adrien. C'était important de rappeler aussi ces passerelles qui peuvent exister entre les diplômes d'entraîneur et les CQP. On va passer juste à la slide d'après, Nico. Voilà. Alors, c'est ce qu'a décrit tout à l'heure Rémi, hein, vous les avez. Donc, on vous les met si vous voulez vous pencher dessus et lire les définitions. Donc, BPGEPS, c'est le premier. C'est celui qui est niveau bac et qui est plus animateur, comme le disait Rémi. DGEPS, juste en dessous, DSGEPS, voilà, c'est le supérieur. Et après, il y a les DEMM, c'est les métiers de la montagne, donc qui là aussi sont un petit peu plus complexes compte tenu, on va y revenir après, du milieu dans lequel on évolue en montagne, donc du milieu spécifique ou du milieu montagne. Alors, un point important, et ça rejoint ce que disait tout de suite Adrien, c'est qu'on retrouve aussi, que ce soit au niveau des fédérations, alors on les appelle fédérations, FSGT, UFOLEP, ou aussi de la FFA. Et maintenant, au niveau de certaines universités, on a des diplômes qui certifient d'avoir suivi un cursus, mais, chose très importante, ils ne sont pas qualifiants, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas prétendre à une carte professionnelle si vous faites uniquement ces diplômes-là. On en voit plusieurs, notamment du côté de Grenoble, le DU Trail de la fac de Grenoble, il y en a une aussi, je crois, à Besançon, mais c'est des formations qui juste vous apportent des connaissances, mais vous ne pouvez pas prétendre exercer contre rémunération avec ces diplômes. Rémi, tu veux compléter? Oui, effectivement, ce sont plus des compléments de la formation initiale dans le cadre d'une formation continue. Souvent, d'ailleurs, les gens qui rentrent dans ces diplômes universitaires, je pense notamment à la filière STAPS, sont des gens qui ont commencé à travailler avec leurs diplômes initiaux et qui ont des besoins de formation complémentaires et qui vont aller chercher une spécialisation, un éclairage un peu plus poussé. Certains sont juste universitaires, d'autres se veulent un peu plus large et plus européens. Le diplôme européen de préparateur physique, par exemple, qui est sur la faculté de Lyon. Donc, ce qui va donner la carte professionnelle, c'est d'abord la formation initiale des gens qui sont passés par la filière STAPS. Hein. Après, sur les fédérations, Adrien le disait fort justement, les diplômes complémentaires rentrent aussi dans cette volonté d'inscrire les encadrants dans la formation continue. C'est-à-dire que, fort de la loi de 2014, hein, se former tout au long de sa vie, on a des dérivés maintenant même sur le monde bénévole, hein, d'une volonté des fédérations de conserver une mise à jour de leurs encadrants. Hein.
souvent dans les fédérations de sport collectif, par exemple, il y a des systèmes de revalidation d'entraîneurs chaque année. Et pour que les entraîneurs puissent continuer à jouir de leur droit à entraîner à certains niveaux, ils ont un petit stage à faire, un recyclage qui est annuel. Et ça part toujours de ce principe-là de continuer à former les gens sur des temps plutôt courts pour pas rajouter en plus déjà au temps des bénévoles qui est déjà bien chargé. Merci pour ces précisions. On passe à la slide suivante. Nico, s'il te plaît, merci. On va parler, alors là c'est moi qui vais prendre un petit peu plus la parole, la particularité du trail running et notamment sur le milieu montagnard où aujourd'hui, pour être très clair, les seules personnes compétentes à encadrer sur le terrain en milieu montagnard sont les accompagnateurs en montagne ou les guides de haute montagne, puisque en fait c'est le DE alpinisme avec la particularité de guide de haute montagne ou accompagnateur en montagne. Une petite précision importante, c'est qu'on entend parfois, oui, alors il faut pas aller à telle altitude et tout. Il n'y a absolument aucune notion d'altitude. C'est une notion de terrain, de technicité de terrain, de bon sens. Donc, on peut considérer, puisqu'on est à côté ici, que les calanques sont de l'univers de l'accompagnateur en montagne. Les sentiers des Alpes, des Pyrénées le sont aussi. Bien sûr, dès qu'on est hors de sentiers escarpés ou de milieux à risque, n'importe qui, diplômé, peut évidemment emmener des gens. Il ne faut pas non plus être restrictif à l'extrême. Voilà, c'est l'élément important. Il faut être très précautionneux. En cas d'accident, vous pouvez être sûr que si vous n'avez pas un accompagnateur à montagne avec vous, la bonne règle et la bonne conduite voudrait que si vous êtes coach d'athlétisme ou coach dans une autre discipline, si vous êtes amené à aller en montagne, eh ben, prenez-vous juste une journée ou deux si vous avez besoin les services d'un accompagnateur. C'est lui qui va vous couvrir et qui va vous décharger mentalement de ce risque d'accident et en tout cas de la responsabilité. Et je peux vous dire que si jamais l'accident arrive, ça peut être très, très dommageable pour ceux qui auraient aujourd'hui envie de prendre des risques. En tout cas, c'est un risque à éviter. Je ne sais pas si Rémi, tu as des retours d'expérience là-dessus ou si tu peux préciser. Alors, les responsabilités, elles sont très, très fortes. Mais il faut savoir qu'un éducateur sportif, il engage en cas d'accident sa responsabilité civile et sa responsabilité pénale. Donc, là, en fonction du degré de prise en compte de cette responsabilité, ça peut aller de la peine financière à la peine de prison. Donc là, quand on a des accidents et que l'enquête est diligentée, alors j'ai envie de dire, quand on s'est conduit en bon père de famille, qu'on a essayé évidemment de tout mettre en œuvre, voilà, j'ai pris soin de faire mon repérage, j'ai pas envoyé la personne sur un sentier qui était complètement en dehors de ses capacités. Et malheureusement, l'accident arrive. Bon, là, l'enquête peut déterminer que la responsabilité, elle est pas trop engagée, mais de toute façon, l'éducateur sportif, lui, il a le devoir de protéger la personne qui l'encadre, aussi bien d'un point de vue physique que d'un point de vue moral, mental, psychique, etc. Il a l'ensemble du processus à mettre en œuvre pour que l'accident n'arrive pas. Après, le risque zéro, effectivement, n'existe pas. Et pour pouvoir, quelque part, se prémunir de tout ça, déjà, la première des choses, c'est une fois qu'on se lance dans son activité, c'est de se couvrir par une assurance en responsabilité civile professionnelle. Ça, c'est la première des démarches quand on veut se lancer dans ce type d'activité. Quand on est aussi titulaire d'une carte pro, bien sûr, on voit aussi beaucoup de coachs aujourd'hui qui sont ni titulaires de carte pro, ni référencés au niveau d'une assurance, pas d'assurance.
qui n'ont pas non plus forcément d'une fiscalité très à jour. Ça, c'est un petit peu moins grave, c'est souvent une amende ou un redressement, mais ça n'engage pas sa vie en prison ou financièrement, sa maison, par exemple. Aujourd'hui, sur l'environnement en montagne, moi, j'ai aussi envie de préciser que c'est souvent le bon sens qui parle. C'est-à-dire que si vous êtes tout seul, que votre coach vous envoie en montagne, faites juste des choses, prévenez votre entourage, indiquez à peu près là où vous allez, votre horaire de départ, votre horaire d'arrivée. Et Thomas va préciser un élément parce que je crois aussi qu'au niveau de la structure expertise sport coaching, expérience aussi d'ailleurs, vous avez une règle que vous avez mis en place concernant cette pratique en montagne sur lequel vous insistez. Viens ici, hein, tu peux… Non, viens Thomas. Dans la caméra, on va en profiter. non, oui, tu voulais préciser ce point qui est important pour moi aussi. Important. En fait, on a pris conscience de ça, c'est que malgré tout, même si on est à distance, on va quand même envoyer les gens s'entraîner. Et c'est notre responsabilité de les mettre en garde, comme tu disais, sur les dangers de la montagne, sur le fait, comme tu disais si bien, de prévenir quelqu'un, de pourquoi pas maintenant il existe des super systèmes de live tracking où les gens peuvent te suivre, d'avoir le matériel qui va bien avec eux. Voilà, on peut éviter plein de drames comme ça. Et c'est notre devoir aussi de les mettre en garde, de ne pas partir dans des endroits trop compliqués. Voilà, faut vraiment faire attention à ça, je pense. C'est vraiment de la responsabilité, même si on est des coachs à distance, ça change pas le problème. Et se renseigner aussi sur l'environnement dans lequel vous allez évoluer, parce qu'il peut avoir fait froid pendant 2 semaines, les ruisseaux sont gelés, il a neigé juste avant que vous arriviez sur les ruisseaux 5 cm. Bien sûr. Là, la neige ne tiendra pas et c'est vous non plus, vous ne tiendrez pas. De se renseigner la météo au dernier moment, parce qu'en montagne, ça change beaucoup et c'est ça qui va faire que l'accident arrivera moins. On essaie de tout faire pour prévenir ça, parce qu'on a conscience qu'on envoie les gens quand même s'entraîner. Donc aussi prendre contact avec son coach si c'est une séance ou une sortie qui est programmée à distance, lui dire là, la montagne elle est peut-être pas terrible, est-ce que je dois y aller ou pas? Alors au-delà du bon sens, ce qu'on disait tout à l'heure, on a toujours besoin d'être coaché de quelque chose. On peut aussi avoir un coach météo, quoi. Ah, bien sûr, oui, puis même on est là pour conseiller, pour répondre, et on sera bien évidemment, on répondra que si la montagne n'a pas envie de t'aller courir, tu vas pas courir. C'est toujours la montagne qui décide de toute manière, hein, tu sais bien. Ouais. Adrien, sur cette partie-là, tu voulais peut-être réagir, parce que vous connaissez aussi les limites, la frontière entre l'entraînement, le coaching qui peut être fait. Toi, tu habites Paris, tu viens aussi souvent en montagne, donc tu connais les contraintes de la montagne, et l'entraînement qui peut être fait en Bretagne, à Fontainebleau, à Biarritz, à Nice, ici à Aix-en-Provence. Et puis après, une fois qu'on dépasse les limites un petit peu de cet environnement, vous êtes aussi très en alerte là-dessus. Oui, complètement. Alors, c'est vrai que tu citais en fait, la problématique qu'il y a avec ce sujet, c'est la définition du milieu montagnard. Et ça, aujourd'hui, c'est une définition qui est imprécise, très clairement. Aujourd'hui, c'est ça qui fait que, vous voyez qu'on parle de bon sens, de bon père de famille, enfin, tout ça, c'est assez peu concret. Et aujourd'hui, ce qui est technique pour l'un sera extrêmement roulant pour l'autre. On connaît tous ça. Si on parle, je sais pas, je vois Hugo qui est pas loin là. Si on parle de ce qu'il estime comme technique ou roulant, ce sera absolument pas la même chose que pour moi, que pour toi Fred ou plein d'autres. Donc il y a un sujet de définition vraiment du milieu montagnard qui est aujourd'hui imprécis. On parlait tout à l'heure de la définition de coach et de coaching. C'est pareil. Il y a une imprécision là-dessus. Et voilà. En fait, après c'est vraiment là-dessus qu'il faut jouer, voir si vraiment il y a des besoins de précision de ces définitions-là, parce que il y a trop de risques, trop d'accidents. C'est aussi ça qui fait qu'il y a à un moment qu'il y a des lois qui sont ajustées, qui sont précisées. Et après, pour les exemples, très rapidement, j'en parlais avec Nicolas un petit peu en amont. Tu citais les calanques, c'est un très bon sujet. L'altitude donc n'est absolument pas un critère, encore que à partir d'une certaine altitude, il y a quand même des particularités aussi physiologiques à prendre en compte. Mais disons qu'à 1500 mètres d'altitude,
on peut être sur une piste d'athlétisme comme à Font-Romeu et donc avoir un encadrement d'athlétisme. Et puis, on peut se retrouver au niveau de la mer, dans les calanques, avec un passage technique, avec peut-être qu'on a besoin de se vacher sur un bout de via ferrata ou quelque chose. Et là, en l'occurrence, on a besoin d'un accompagnateur moyenne montagne et on est au niveau de la mer. Donc, c'est ça toute la difficulté, je pense, dans la façon d'aborder le sujet. Et je pense que Thomas évoque surtout des sujets de prévention. Et je pense que c'est vraiment ça qui est une des clés, quoi. Moi, j'ai toujours dit, ça fait plus de 15 ans que je fais des trails. On raille énormément le matériel obligatoire à l'UTMB et puis on va retrouver pratiquement la même chose avec 2 litres d'eau, une couverture de survie, une veste Gore-Tex pour aller faire l'éco-trail de Paris. Moi, personnellement, je trouve ça super. Je trouve ça super bien parce que derrière, les gens, ils se posent des questions. Et pourquoi est-ce que j'ai mis tout ça dans mon sac ? Est-ce qu'à un moment ou à un autre, ça va me servir ? Est-ce que ça devient un réflexe ? Et est-ce que je le fais à chaque fois ? Et là, on a fait de la vraie bonne prévention et franchement, je remercie les organisateurs de ces événements-là. L'UTMB, l'éco-trail de Paris, ils se connaissent plutôt bien en plus. Pour avoir mis en place ces réflexes-là, je pense que c'est vraiment une très très bonne pédagogie et qu'il faut intégrer pour tout le monde ces réflexes-là. Moi, aujourd'hui, je mets une veste Gore-Tex pour aller bosser au stade Charletti dans mon sac si j'y vais en vélo parce que voilà, c'est presque devenu un réflexe aussi. Et je fais la même chose quand j'ai toujours une veste aussi Gore-Tex quand je vais faire une randonnée en montagne. Puis bien souvent, c'est pas forcément toujours à moi que ça sert, mais très très souvent c'est utile. Je pense que l'enjeu il est aussi, en tout cas en l'état, c'est vraiment ça le message sur des notions de prévention. Ok, le message est passé. On va enchaîner. Merci Thomas. Sur le coaching à distance, et on va bien sûr donner tout de suite la parole à Alexandre et François Denolio qui vont nous parler de leur application, cette start-up, un peu moins start-up, un peu moins jeune maintenant parce qu'elle est née en 2019, c'est ça, qui aujourd'hui permet on va dire, mieux s'entraîner. En tout cas, vous offrez des outils pour. Je vous laisse à la fois vous présenter la start-up et présenter ce que vous faites. Ouais, du coup, moi, c'est Alexandre, un des 2 cofondateurs de Nolio, et moi, je viens d'athlétisme. Oui, François Dupont, je suis le 2e cofondateur de Nolio. Historiquement, dans une autre vie, on va dire maintenant, je faisais des ski de fond à haut niveau. Pour la faire rapide sur l'histoire de Nolio, donc avec Alex, on s'est connus pendant les études d'informatique et c'était assez simple de se faire des potes dans le sport, dans ce genre d'études en général. Et donc tous les 2, on avait un peu la même problématique en tant que sportif, c'était les échanges avec les entraîneurs. Derrière ça, WhatsApp, Messenger, mail, jamais les séances mises à jour, se faire engueuler par l'entraîneur parce qu'on n'a pas rendu les séances, tout ça. Donc voilà, petit à petit, on s'est dit que c'était intéressant de créer une plateforme. Au début, on s'est pas dit on va créer une plateforme. On s'est dit est-ce que les potes entraîneurs ils trouvent ça intéressant d'avoir un outil ou qu'est-ce qu'ils utilisent comme outil pour faciliter les échanges entraîneurs sportifs. Et bon voilà, de fil en aiguille, on est venu à faire cette plateforme, mais c'est vraiment venu qu'est-ce qu'ont besoin des entraîneurs pour travailler. C'est ça. Et du coup, aujourd'hui, forcément, l'objectif de base, c'était un petit peu aussi de remplacer le fichier Excel que nous, on avait, de se connecter à tous les objets qui existent aujourd'hui, montres, capteurs de vélo, capteurs tiers, ceinture cardiaque, etc. Pour donner un peu tous ces outils-là à l'entraîneur et aux sportifs pour vraiment fluidifier les échanges. Mais ce qui est au cœur de la plateforme aussi, c'est le retour de l'athlète, parce qu'on parle beaucoup des datas de monde, de GPS, etc. Mais nous, ce qu'on a aussi essayé d'apporter, c'est que le retour de l'athlète, c'est aussi ce qu'il y a de plus important. Et après, les datas, ça vient par-dessus. L'idée, c'était aussi que l'athlète, quand il met son retour, en fait, on considère qu'une séance d'un athlète, s'il n'y a pas le retour de ses sensations, sa perception d'effort, pour nous, ça va être très dur pour le coach d'analyser, parce que si la FC elle est à 180, mais l'athlète il est à 4 ou à 9, bon, a priori, il sera plutôt à 9, mais ça va varier. Donc, voilà. Donc, nous, on est vraiment un outil pour le coach et pour l'athlète, et on l'améliore avec les coachs depuis le début. On travaille avec Experts Sport Coaching depuis
depuis des années, 2020, je pense, même depuis 2019. Ouais. Donc voilà, ils ont vu bien la plateforme évoluer et elle continue d'évoluer. Alors, aujourd'hui, vous êtes à la fois au service des coureurs individuels, n'importe qui peut avoir accès à la plateforme, mais surtout, on entend beaucoup parler de vous dans le monde de l'entraînement et du coaching à distance, et Expert Sport Coaching en fait la preuve, parce que vous êtes aussi une plateforme qui est très, très utilisée par les coachs qui, comme tu le disais, analysent à la fois la data, mais les retours de sensations et permettent ensuite de faire des programmations de séances. Ouais, c'est ça. Bah, nous, clairement, quand on doit définir nos lieux, on le dit qu'on est un outil métier pour les entraîneurs. C'est vraiment le cœur de ce qu'est nos lieux aujourd'hui. Et un peu la particularité avec d'autres plateformes qu'on pourrait trouver hors milieu francophone, c'est que l'avantage de Nolio, c'est que ça a été créé par 2 athlètes et pas par 2 entraîneurs. Donc c'est vraiment le fruit de centaines d'échanges avec de nombreux entraîneurs de différents sports d'endurance qui font qu'on a essayé de répondre à des problématiques communes et dont les plus grands, enfin, les grands classiques qui sont la planif des séances, centraliser les données, voir qui a fait quoi. Et maintenant, on a la chance d'avoir un outil qui permet aux entraîneurs de se focaliser sur, on va dire, le cœur de leur métier, qui est échanger avec les sportifs, comprendre comment ils vont, réadapter, plutôt que perdre des heures avec les outils qu'on aurait pu citer avant. En fait, vous avez ça de commun avec Thomas, c'est qu'en fait, vous avez créé ce que vous attendiez des autres. Ouais, clairement, nous, le premier truc enfin, un peu pourquoi on a créé Nolio, qui s'appelait pas Nolio à la base, qui s'appelait Sport Proté. C'est clairement, on commençait à avoir des montres connectées, on allait faire nos séances et ça nous saoulait de recopier les laps à la main dans le fichier Excel. Donc c'est vraiment parti de ça. Et après, voilà, on a eu des retours de coach. Beaucoup de coachs nous ont, entre guillemets, appris la vie, nous ont montré les outils qu'il y avait dans le vélo, les outils qu'il y avait dans le trail, etc. Et on les a mis petit à petit dans la plateforme. Donc, ça a été le fruit de plein d'apports de coachs, etc. Et on essaie de garder ça et que la plateforme soit vraiment personnalisable, parce que Expert Sport Coaching ne va pas travailler de la même manière que une autre structure. Mais on veut qu'ils puissent utiliser la plateforme et que ça soit vraiment adapté pour eux. On le voit sur l'écran en double fenêtre, 40 000 sportifs actifs sur la plateforme. 30 000 de ces 40 000 sont en gros sous la couverture d'un entraîneur, d'un coach, un coach à distance souvent, j'imagine, hein, pas forcément de coach terrain. Vous créez aussi, vous développez actuellement une plateforme, c'est ça, de marque pour développer le coaching un peu plus personnalisé, et vous recrutez justement, vous certifiez des coachs diplômés, c'est ça? Ouais, il y a 2 sujets. Le premier que tu as évoqué, c'est ce que nous on appelle depuis 2 ans la marketplace. En gros, dès qu'on a estimé qu'on avait assez d'entraîneurs qui utilisaient la plateforme, on s'est dit, les entraîneurs, qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est également des nouveaux coureurs, sans faire de la course à pied entraînée. Mais c'était aussi parti d'un besoin, parce qu'en fait, on avait de plus en plus de sportifs qui utilisaient Nolio sans coach et qui nous disaient, je cherche un coach en triathlon, qui vous me conseillez? Je cherche un coach en trail, qui vous me conseillez? Et nous, au début, on leur répondait à la main. J'ai un pote. Sur la principe de 3, comme ça, où on connaît, on sait qu'ils font du bon boulot. Puis au bout d'un moment, on s'est dit, c'est plus possible. Nous, on est une plateforme de coaching, mais on n'est pas du tout coach. Donc, on s'est dit, il faut qu'on ait un endroit pour les mettre en relation. Et donc, on a sorti la marketplace je crois que c'était peut-être fin, bref, on va dire il y a 2 ans à peu près. Et on s'est très vite posé la question de est-ce que tout le monde peut y être? Oui, non. Derrière, c'est nous qui faisons les choix, mais c'est quoi l'image qu'on veut véhiculer derrière ça? Et le premier pas qu'on a fait en ce sens, mais qu'on avait la certitude qu'il va avoir le besoin de leur travail, c'est que sur Nolio, un entraîneur peut être certifié Nolio. Et en fait, pour l'instant, c'est très simple. C'est-à-dire qu'on demande à l'entraîneur de nous prouver qu'il a un diplôme dans sa discipline. Plus qu'un diplôme, la carte pro. Ouais, la carte pro. Il a la carte pro dans sa discipline, et dans ce cas-là, on le certifie. Et c'est sûr que des échanges comme ce soir, ça donne des bonnes idées d'évolution pour faire le tri dedans. Mais c'est clair que la marketplace, clairement, de Nolio, elle est dans le sujet de ce soir avec
qui pourrait être là, qui ne pourrait pas là, qui devrait être peut-être mis en avant, pas en avant. Est-ce qu'on doit se connaître des informations sur un entraîneur avant d'aller vers lui, etc. Alors, juste pour rebondir, vous l'avez senti cette évolution du coaching, vous l'avez pris de pleine face en fait, j'ai l'impression, c'est-à-dire qu'on est venu vous voir en vous disant votre truc c'est super bien, mais donnez-moi un coach. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez qu'il est temps, c'est les planètes s'alignent pour qu'aujourd'hui un réseau comme celui qui est en train d'être exposé ce soir et qui est important puisse voir le jour au niveau national, parce qu'aujourd'hui, normalement, a priori, ce qu'on a référencé, il n'y a pas de réseau national qui fait un petit peu ce tri des coachs, parce que Expert Sport Coaching, on y reviendra tout à l'heure, n'embauche sous sa tutelle que des gens qui ont la carte pro. Vous l'avez senti ça? Bah, c'est pas exactement ça, mais nous, ce qu'on a senti déjà, c'est déjà le besoin du coaching, où de plus en plus de personnes, il y a quelques années, on leur disait, bah, tu sais, moi j'ai un coach, ils disaient, ah non, moi le coaching, c'est pas pour moi, je suis nul ou j'ai pas un bon niveau, je suis pas élite, je cours juste pour m'amuser. On me disait, mais c'est totalement compatible, en fait, tu peux juste peut-être progresser à ton niveau ou juste mieux performer. Donc nous, on a vraiment vu ça au tout début, et aujourd'hui, maintenant, ah, j'ai un coach, ah, t'as lequel, enfin voilà, c'est plus, les gens sont moins, ah non, c'est pas pour moi, ça coûte cher, j'ai ça, des contraintes. Donc il y a plus le besoin de coaching. Après, clairement, les gens, comment ils recherchent les coachs, je pense que c'est vraiment via du bouche à oreille ou les réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que peu de personnes se posent la question de est-ce qu'il a une carte pro, etc. Et entre guillemets, je pense que c'est chiant de se poser la question, mais ça serait bien que ce soit presque quelque chose par défaut, et donc que ce soit en fait, ah oui, il est sous tel label et ça implique ça. Parce que les gens, faut pas se leurrer, je pense, vont jamais se poser la question. Enfin, quelques-uns vont le faire, mais est-ce qu'il a la carte pro? Je vais aller vérifier sur APS, etc. Personne va faire ça, mais il faudrait des choses plus globales. Donc, je pense qu'un réseau comme ça, c'est hyper important. Et je pense que plein de choses aussi au niveau de la fédération, voilà, qui sont importantes pour que ça soit presque en fait plus une question qu'on se pose, mais par défaut, quoi. Que ce soit une obligation. Que ce soit une obligation. Coach lié remplisse un certain nombre d'obligations. Ce qu'on a vu ça aussi, et je pense qu'il y a encore un flou, c'est des coachs qui viennent nous voir et qui nous disent est-ce que j'ai le droit de coacher à distance sans diplôme avec nos lieux? Et nous, il y a encore un flou juridique parce que nous, on aimerait bien leur répondre non, mais si je dis pas de bêtises, légalement, ils ont le droit de faire du présentiel, c'est sûr qu'ils n'ont pas le droit, mais du coaching à distance sans diplôme aujourd'hui, voilà, il y a un flou et nous, on boite un peu en touche et on aimerait leur répondre non, mais je crois pas qu'on ait des textes pour leur dire non. Rémi? Alors oui, effectivement, à ce jour, il n'y a pas de cadre réglementaire qui spécifie purement et simplement que quelle que soit la nature de l'encadrement, il faut obligatoirement être diplômé, avoir la carte professionnelle à jour, etc. On est à l'heure d'aujourd'hui uniquement que dans le cadre du présentiel. Mais il faut savoir quand même que le socle de la réglementation d'aujourd'hui, c'est un socle qui date de juillet 1984, d'accord, et qui a juste évolué au fur et à mesure des années. Pour la petite histoire, à chaque gros accident, il y a une loi qui vient compléter une autre loi. Historiquement, la loi contre le dopage 89, ça vient après les JO de 88 et l'affaire Med Johnson. La loi de cadrer le public dans les stades ou dans les enceintes et d'avoir un nombre de places déclarées assis et debout, ça vient après Foriani en 1992. Et donc, à chaque fois, la réglementation, elle court derrière le temps. Et là, la révolution numérique a été tellement forte que pour l'instant, le législateur, il court encore un peu derrière. Et il n'est pas encore tout à fait au fait, mais ça va venir, on espère. Et du coup, cette faculté qui a été offerte à tout le monde à travers le confinement et l'avènement du télétravail, l'avènement des écrans pour permettre à Pierre, Paul, Jacques de pouvoir
donner des cours, ne serait-ce que dans l'éducation nationale, avec des plateformes qui ont été créées, Blackboard, etc. Alors, nous, au niveau de Prépa-Sport, on les a utilisés aussi, hein, c'est-à-dire qu'on était prêts, nous, on fait de la visio-formation depuis 2006. On a quelques experts à domicile qui, eux, travaillent de chez eux, offrent des cours, aussi bien même des cours de pédagogie, hein, pour mettre en place des contenus. Et quand il a fallu fermer les salles de classe, dire à tout le monde, vous restez chez vous, mais on maintient les cours, ça s'est fait tout naturellement. C'est-à-dire que les formateurs étaient formés à l'utilisation de la plateforme, mais rien ne nous est obligé. C'est-à-dire que nous, on a des confrères qui ont purement et simplement fermé et qui ont fonctionné comme vous aviez fait au tout début avec les Excel, les mails, envoie-moi ton dossier, je corrige ton dossier, je te renvoie le compte-rendu. Enfin, c'était infernal. Là où nous, on était déjà sur de la visioformation, donc de l'enseignement à distance. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, dans le cadre du sport, et ça a pris un coup d'accélérateur aussi. Les réseaux On va y venir après. ont aussi été très porteurs en la matière. Hein, tout ce qui est TikTok, Instagram, etc. Et là, on arrive à un moment où la question se pose clair et nettement. Présentiel, distanciel, quelle est la responsabilité de l'un, de l'autre? Romain, tu as vu aussi cette évolution que décrivait François et Alexandre sur le côté développement du coaching, développement de vos utilisateurs. Je crois que ça atteint des chiffres phénoménales, peut-être même que vous aviez jamais imaginé. Et aussi cette demande, vous avez des demandes aussi en direct de gens qui vous disent j'ai envie d'être coaché, mais par qui, comment, est-ce qu'on pousse même le bouchon plus loin en disant est-ce que ces gens sont compétents ou pas? T'as ça? Alors la question, il y a beaucoup d'éléments de réponse. En tout cas, je pense que nous, on a un public qui est un peu différent de gens qui vont aller voir un coach, on va dire physique, ou même à distance. C'est des gens qui, en fait, ont besoin déjà d'un plan d'entraînement personnalisé, qui trouvent pas forcément. On peut trouver des plans d'entraînement sur Internet, mais qui sont figés, qui sont pas toujours de très bonne qualité. Donc, nous, la base de nos utilisateurs, c'est des gens qui veulent rentrer dans leur expérience en course à pied, leur objectif, combien de fois par semaine ils veulent courir, les endroits où ils peuvent courir, s'ils veulent faire d'autres sports. Et ça, nous, derrière, l'intelligence artificielle permet de générer un programme d'entraînement qui est très personnalisé et qui parfois peut être même plus personnalisé que beaucoup de coachs, en fait. Parce que dans le marché des coachs, il y a les bons coachs et il y a les mauvais coachs. Autour de la table, il n'y a que des bons coachs, donc ça va. Mais il y a un peu à boire et à manger quand même. C'est quand même le sujet de cette table ronde. Je mets des pieds dans le plat. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont pu être déçus parfois par du coaching à distance. Alors, en club, c'est un peu différent. C'est des gens qui, très souvent, dans un club, et je parle sous le couvert d'Adrien, parce qu'Adrien fait des choses super dans son propre club. Mais parfois, dans certains clubs, il peut y avoir tout le temps le même plan d'entraînement pour tout le monde va faire un même 10 km à telle date. Et puis, si je veux faire moi un semi-marathon qui a lieu 3 semaines plus tard, je vais pas avoir mon plan d'entraînement personnalisé. Donc, Run Motion Coach, c'est un petit peu ça vient un peu combler un vide, en fait, de gens qui pourraient avoir besoin d'un plan d'entraînement personnalisé, mais qui ne le retrouvent pas par ailleurs, et qui, forcément, aussi, il peut y avoir une limite, hein, forcément, quand on n'a pas un coach à qui parler à 15 jours de l'événement pour se rassurer, c'est sûr que ça, c'est une limite. Donc, parfois, on a aussi des gens qui nous demandent d'avoir accès à un coach. Donc, là, nous, on ne le fait pas en interne, donc peut-être qu'un jour, on pourra faire un partenariat avec des coachs, justement. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est une complémentarité avec les acteurs autour de la table. Et donc, je pense que plus il y a de monde qui sont accompagnés, et mieux c'est pour accompagner les coureurs. Puisque quand on fait la course à pied pendant 20 ans, on peut avoir parfois un moment envie d'un coach d'aller en club, parfois d'avoir un coach physique, parfois de ne pas être coaché du tout, et parfois d'avoir un coach intelligence artificielle. Donc voilà, on fait partie du panorama, et je pense qu'on a plutôt tendance à tirer le marché vers le haut avec des plans qui sont de grande qualité. On ne fait pas du 100% gratuit comme peuvent le faire certains concurrents. On a des plans d'entraînement qui sont très pertinents. Et donc, c'est, je pense, intéressant
pourrait aussi peut-être un jour labelliser des applications, puisqu'il y a aussi maintenant une vingtaine d'applications en Europe, et il y a aussi, comme les bons et les mauvais coachs, il y a aussi les bons et les mauvaises applications de coaching intelligence artificielle. Juste pour info, combien d'utilisateurs de Runmotion Coach aujourd'hui? On a 100 000 utilisateurs actifs chaque semaine dans l'application. 100 000? 100 000, oui. En gros, 70% en France et 30% international. Joli succès. On va avancer parce que le temps tourne. Je pense qu'on va tout de suite passer. On a déjà répondu à beaucoup de questions du point suivant sur voilà, l'avenir, les risques et les opportunités. Adrien, je ne sais pas si tu veux intervenir pour lancer le débat. Ici, on a déjà pas mal débattu. Tu veux te lancer? Comment s'y retrouver? Comment légiférer dans ce domaine-là? Alors, je vais m'appuyer aussi sur ce qui a été dit juste avant, complètement en phase avec ce qu'indique Romain par rapport à la logique d'avoir une offre suffisamment complète pour convenir à tous les profils. Hein. Nous, forcément, en tant que fédération, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un maximum de gens qui pratiquent. Tout simplement, et que ça passe par une intelligence artificielle. Il y a vraiment des caractéristiques différentes du coaching à distance ou ce qui se passe en physique. Il y a des avantages et des inconvénients. Moi, en réfléchissant un petit peu là à ça, je me demandais quelle pouvait être un petit peu l'offre idéale. Et l'offre idéale, en vrai, elle existe pour très très peu de monde. Enfin, oui, si, pour les athlètes de haut niveau, mais donc on va parler de tout petits groupes qui voient leur coach tous les jours et qui peuvent ajuster donc systématiquement au jour le jour leur séance, et de groupes groupes assez restreints, donc d'un même niveau, ou en tout cas qui poursuivent un même objectif. On peut voir, il y a ces groupes d'entraînement autour des athlètes de haut niveau. Ça, aujourd'hui, pour 99% des pratiquants, c'est complètement irréel, impossible, déconnecté de leur réalité. Donc, c'est un peu ça la difficulté. On a vu, alors, juste pour revenir sur la logique du coaching en ligne, et de la réglementation qui est liée à ça. Je sais que la notion de coaching en ligne, et il y a quelques textes qui indiquent qu'il n'y a pas de réglementation à proprement parler. En tout cas, il n'y a pas de qualification particulière à avoir. Après, tout dépend de quelle définition on fait réellement du coach et du coaching. Et c'est le point qui peut être un petit peu problématique. Moi, j'avais aussi cette incertitude par rapport à ce point particulier là qu'on a évoqué juste avant avec Rémi. Et j'ai questionné le responsable de la formation à la fédération sur ce sujet. Lui m'a dit, à partir du moment où on considère qu'à distance, on enseigne, anime ou encadre, et ben dans ce cas-là, c'est les mêmes obligations que pour un coach en présentiel. Bon. Je pose le point là, mais voilà, c'est le sujet du débat et c'est le sujet des définitions. On parlait tout à l'heure de la définition du milieu montagnard qui est complexe. La définition du coach aussi, c'est pas si clair que ça. Voilà. Après, j'ai entendu là juste avant une notion que je trouve hyper intéressante. Enfin, nous, en tant que fédération, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Donc, il y a énormément de clubs déjà qui sont positionnés sur l'utilisation de ce qu'on appelle l'Athlete Management System, l'AMS, comme ce que fait Nolio. Il y a énormément de clubs qui font ça. C'est loin d'être tous les clubs. Mais ça reste vraiment une réalité. Enfin, nous, on a mis en place un petit partenariat avec une offre spécifique pour les entraîneurs des clubs d'athlètes avec Nolio. Si on l'a fait, c'est pas parce que moi tout seul, puis avec mon équipe, on a eu l'idée. Hein. Non, c'est tout simplement les clubs qui sont venus nous voir, qui nous ont dit tiens, on fait ça. Est-ce que vous connaissez? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vaudrait le coup, etc. Donc on trouve ça, on trouve ça particulièrement intéressant. Surtout parce que on garde la logique de l'humain qui est derrière, et c'est là où on n'a pas forcément pu se lancer sur le sujet de l'intelligence artificielle, parce que on dénaturait en tout cas à ce moment-là un petit peu trop, selon nous, ce qu'est aujourd'hui la fédération, ce réseau de clubs, ce réseau aussi d'entraîneurs. Par contre, il y a une deuxième alternative qui a été citée par Romain que je trouve hyper intéressante, c'est la notion de labellisation ou d'agrément.
Ça, très clairement, ça pourrait être un sujet de travail pour nous, pour la fédération, pour ensuite dire, bah voilà, telle solution ou telle autre, elle est labellisée, et en tant qu'acteur, en tout cas aussi neutre que possible, avec des critères qu'on aura codéfinis avec les acteurs, on pourrait imaginer avoir un système de labellisation. Aujourd'hui, on labellise pour que les événements se passent correctement, de la chronométrie, des événements en eux-mêmes. On labellise aussi des sociétés d'inscription en ligne. Donc ça peut être une hypothèse intéressante. Ouais. Donc, ça répond quasiment à une des questions. Parce que là, c'est vrai que on a 4 thématiques où on pourrait passer presque 1 heure sur chacune. Comment s'y retrouver? C'est vrai que labelliser, tu l'as dit Adrien, vous l'avez dit aussi, vous êtes attentif à qui vous embauchez. Tu suggères pourquoi pas labelliser des applications, pourquoi pas aussi labelliser des réseaux de coaching qui répondent à des critères d'excellence, on va dire. Ça serait presque un peu ça. C'est peut-être une étape suivante dans 4-5 ans. Et le dernier truc, faut-il légiférer? Alors, je vais vous apporter peut-être une réponse, Adrien, c'est que j'ai été en contact cet été au moment du TMB avec des parlementaires qui aujourd'hui réfléchissent à modifier notamment en tout cas qui se préoccupent de ce problème-là fortement, puisque comme le disait Rémi, ça a évolué tellement vite qu'aujourd'hui, en l'espace de 4-5 ans, on voit des coachs qui naissent tous les jours sur Internet sans aucune qualification, à des prix. On a évoqué la notion de prix de prestation entre 79 €, c'est le prix pratiqué, c'est chez Expert Sport Coaching, qui est un prix, somme toute, à peu près le prix du marché, et des coachs non qualifiés qui montent à plus de 200 €. Donc, ça donne aussi toute l'envergure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a absolument aucune valeur de la prestation qui est proposée. On ne sait pas ce qu'elle vaut. Et pour avancer, les parlementaires réfléchissent à ajouter, alors ça répondrait notamment à une de tes suggestions, Adrien, et peut-être aussi à la Fédé, d'ajouter l'enseignement à distance dans l'article L212.1 du Code du sport, ce qui ferait que par effet de cascade, en fait, à partir du moment où on serait dans l'enseignement à distance, on devrait fournir un justificatif de non-condamnation, un extrait judiciaire, et aussi forcément prendre une assurance responsabilité civile et indirectement être déclaré. Donc, il y a un travail qui est fait en ce moment au niveau des parlementaires. Donc, sur la dernière question, faut-il légiférer? On est peut-être en train de connaître une grande évolution dans les prochains mois à ce sujet-là. Adrien, si tu veux. Non, j'ai rien à ajouter. Je pense que ça va, enfin, ce que tu décris, je pense, va complètement dans le bon sens, et puis quelque part dans le sens d'une réponse qui m'a déjà été presque un petit peu fournie, pour le cadre technique là, de la formation à la Fédé, pour lui, à distance ou pas à distance, enseigner, encadrer, animer, c'était la même chose, et donc contre rémunération égale carte pro. C'était le retour qu'il me faisait. Alors après, c'est imprécis sûrement dans la définition, et si c'est précisé, ce sera tant mieux. On va avancer un petit peu. Nico m'a rejoint ici sur le pupitre. On va juste parler du réseau Expert Sport Coaching sur 2 points, les objectifs et ce que vous proposez derrière, parce qu'il y a à la fois des coachs, peut-être des futurs coachs qui nous écoutent, qui vont écouter après. Nico, tu as la parole sur ces différents points. Allez, bonsoir tout le monde. Je vais vous présenter un petit peu ce que nous, on va proposer en tant que réseau. Déjà, dans un premier temps, je vais vous montrer un petit peu les objectifs qu'on a, nous, de manière un peu générale. La première des choses, c'est proposer un réseau de coachs diplômés, donc détenteurs ou détentrices d'une carte professionnelle obligatoirement. Donc ça sera la prérogative numéro 1. Donc, proposer un réseau de coachs diplômés. Le deuxième objectif de notre réseau, ça va être de collaborer et d'interagir entre professionnels diplômés. Donc, ça ne se limitera pas uniquement à recruter des coachs, entre guillemets, pour intégrer notre réseau et limiter l'entrée. Mais par contre, il va y avoir toute une notion de collaboration, d'interaction, dans lesquelles on va avoir des formations, des visios hebdomadaires, etc., pour vraiment échanger et faire en sorte que tous les coachs de notre réseau soient tirés vers le haut avec des échanges, des colloques annuels, etc. Le troisième objectif de notre réseau, c'est bien évidemment simplifier l'activité par une solution professionnelle reconnue. On souhaite vraiment, et on compte bien devenir un réseau de qualité reconnu pour sa qualité et son sérieux dans le cadre de l'accompagnement sportif.
Et donc, ça passe par une simplification aussi de la vie des coachs qui nous rejoignent par des améliorations, des simplifications administratives, des petits outils qu'on a avec Thomas, Olivier, Romain et Benjamin depuis des années mis en place pour se faciliter la vie aussi. Pour ce que disaient justement François et Alexandre, passer plus de temps à communiquer avec les athlètes qu'on suit. Et puis, le but aussi de notre réseau, c'est d'accompagner les coachs qui nous rejoignent dans leur développement. Faire en sorte qu'ils soient dans le cadre d'un démarrage d'activité, par exemple, si, bien entendu, ils répondent aux conditions dont on a parlé plus haut. S'ils nous rejoignent, notre objectif, ça va être vraiment de les accompagner dans leur développement commercial, parce que ça reste quand même un métier, hein, malgré tout, malgré ce qu'on peut dire parfois. Ça reste un métier, et donc notre objectif, ça va être vraiment de leur mettre à disposition tous nos outils dans le cadre de leur développement. Alors, des outils par rapport à notre réseau, par rapport à nos communications, notamment sur les réseaux sociaux, etc. Donc, ça va être énormément d'outils qu'on va leur apporter pour qu'ils puissent ou asseoir leur activité de manière pérenne ou développer leur activité. Dans un deuxième temps, vas-y, non, je te laisse défiler. Je voulais aller un petit peu plus en détail sur les prérequis à l'entrée de notre réseau. Donc, je vais réinsister un petit peu plus sur les 4 valeurs qui font que chez nous, dans notre réseau Expert Sport Coaching, on va accueillir des coachs. Je précise quand même, et ça c'est très très important, c'est que notre objectif, c'est pas du tout de créer un réseau avec énormément de coachs et entre guillemets, de manière un peu péjorative, on va dire, faire du volume. On n'est pas du tout dans cette logique-là. Notre logique, elle est très claire. Il y a 4 points qui vont être déterminants pour nous. C'est détenir une carte professionnelle, on en a parlé. Partager nos valeurs. Par exemple, les valeurs qui nous animent, ce sont l'hyper-individualisation, l'hyper-personnalisation, l'hyper-communication. Il faut savoir que chez nous, on propose un coaching hebdomadaire par visio, un débrief hebdomadaire par visio. Donc ça, c'est hyper individualisé et on met vraiment la communication au cœur de notre action. Répondre aux exigences de sélection. Donc on disait être détenteur d'une carte professionnelle, mais aussi on met en place un entretien oral pour vérifier un petit peu les motivations dans un deuxième temps. Et puis, si ces 2 éléments nous conviennent, on propose un cas concret fictif et on va débriefer avec la personne. Une semaine après, on lui laisse une semaine pour travailler ce cas concret. On va débriefer ensemble sur ce cas concret. On lui donne un exemple d'un athlète ou d'une athlète qui a besoin de travailler un trail ou un marathon sur route dans des conditions particulières. Et donc, on va débriefer avec lui pour faire en sorte de voir s'il correspond à ce qu'on attend et s'il peut prétendre rejoindre notre réseau. Et le dernier point, et pour nous, ce qui est presque le plus important, c'est la volonté de professionnaliser son activité de coach à distance. Nous, on est très, très à cheval sur cet aspect-là, c'est-à-dire qu'on ne veut pas, dans notre réseau, de personnes qui font ça le vendredi soir de 18 à 19, le samedi matin de 9 à 10. Nous, on veut des coachs qui sont professionnels, des coachs à distance dont c'est le métier, qui sont investis, qui peuvent répondre facilement aux interrogations et être le plus disponible pour leurs athlètes. Donc voilà les 4, on va dire, piliers et les prérequis de l'entrée dans notre réseau. Et vous avez même, jusqu'à présent, déjà refusé des gens qui ne correspondaient pas à ces valeurs-là. Absolument. Et on a refusé plus que ce qu'on en a admis, puisque aujourd'hui, on a signé officiellement, parce qu'aujourd'hui, c'est le lancement officiel du réseau, mais on a travaillé depuis de nombreuses semaines pour intégrer nos premiers coachs. Voilà, qui sont de très très grande qualité. Il y en a quelques-uns ce soir. On va en découvrir. On va en découvrir quelques-uns ce soir et on est très très content des premiers profils qu'on a rencontrés. Et effectivement, comme tu dis, on en a refusé plus que ce qu'on en a accepté. Ouais. Certains qui roulent en Ferrari. Alors là, merci. Ici, autour de la table, Romain, Rémi, François, Alexandre, Benjamin, Olivier, vous voulez ajouter quelque chose? On va passer avant de vous présenter les athlètes qui sont en ligne et qui nous écoutent. Et s'il y a peut-être des questions déjà qui ont été référencées, je ne sais pas. Si vous avez quelque chose à ajouter, Rémi, Romain, par rapport à ça, par rapport au fait de vouloir un petit peu encadrer cette pratique qui peut en fait conduire à des dérives qui peuvent être aussi néfastes pour tout le monde. Parce que aussi pour vous, ça peut être aussi, vous pouvez engager des coachs qui n'auraient pas forcément une certification, qui pourraient emmener des athlètes dans le mur.
Est-ce que vous sentez qu'il y a besoin aujourd'hui d'un petit peu de recadrer tout ça ou de le cadrer tout simplement? Ce qui est marrant, c'est que je pense qu'on pourrait retrouver des traces dans Nolio de 2020 où avec Alex, on imaginait le label Nolio pour être sur le marketplace. Tu vois. On avait commencé à tirer des traits de. Là, je pense que c'est ce qu'ils ont fait en termes de réflexion d'ailleurs plus poussée, mais ok, j'ai la carte pro, mais ce qu'on disait entre nous, qu'est-ce qui prouve que tu es un bon coach? Parce que aujourd'hui, je pense que tu en as beaucoup qui surfent sur les images des réseaux sociaux. Tu as un athlète super bon, même moyennement bon, qui demain il dit je suis coach. Il a 500 demandes alors que autant le mec derrière, c'est parce que c'est de par son vaincu, il va avoir forcément des billes pour entraîner, mais ça va s'arrêter là. Et derrière, tu as un entraîneur qui a lu 20 livres sur l'entraînement, qui est un passionné, mais qui au final est extrêmement nul, par exemple en communication, qui va avoir une source de connaissance et qui va avoir 5 athlètes parce qu'il va pas dire. Comment mettre en avant ces gens? C'est ultra compliqué à répondre. Même en tant que plateforme, on n'a pas beaucoup d'outils. Et mine de rien, c'est super compliqué de trouver du concret pour répondre à cette question. Ouais, je pense que c'est super important. Nous, on entend des histoires un peu de fou entre des coachs qui se volent, qui sont coachés par un coach et qui disparaissent du jour au lendemain. Et le lendemain, ils ont la même offre que le coach avec qui ils étaient avant. Il est bizarrement les mêmes séances. Et après, des coachs qui viennent nous voir qui nous disent tiens, ils ont recopié mes séances. On entend des trucs comme ça et on a des noms. Hein. On s'en passera. Enfin, malheureusement, ça se fera peut-être jamais, mais nous, en tout cas, ouais, c'est qu'on plus ça se professionnalise et plus il y a des réseaux comme ça et plus il y a des garde-fous, mieux ça sera, clairement. On va passer à la rubrique témoignages avec les athlètes qui sont présents. Alors Hugo Deck, bien connu, hein, parce qu'il est ici dans sa région. De Provence, mais surtout il est coaché par vous. Hugo, je ne sais pas si tu nous entends. Oui, je vous entends. Salut, bonsoir. Salut. Juste, je voulais avoir ton retour sur toi en tant qu'athlète élite professionnel, d'autant plus. Est-ce que ça a été tout de suite un besoin d'aller vers une structure comme ça pour mieux cadrer tes entraînements et performer? Ouais, j'étais entraîné pendant quelques années par un autre entraîneur, mais je faisais quand même beaucoup par moi-même. J'avais un peu une liberté. Et ouais, ça m'a bien aidé, c'est surtout moralement, parce que comme tu précisais, je suis professionnel, donc j'ai le temps pour toujours en faire plus. Et en fait, avoir quand même, c'est Thomas qui me suit spécifiquement, et ben ça m'a permis quand même mentalement de décharger beaucoup, on va dire, de me dire c'est bon, là c'est bon, j'ai fait le boulot, j'ai pas besoin d'en faire plus. Donc ouais, ça me fait du bien au quotidien surtout. On a aussi Valérie, je ne sais pas si elle nous entend. Alors, Ah ouais, je vous entends. Ok, bonsoir, parce qu'elle était tout à l'heure en train, c'est ça, non? Non, c'est Julien. Ah, pardon. Toi, alors, tu es à l'opposé, ça n'a rien de péjoratif, amatrice. Toi, ça t'apporte quoi, cette structuration de l'entraînement? On en parlait tout à l'heure avec François et Alexandre qui disaient finalement le coaching, il s'adresse à tout le monde, qu'on soit un débutant ou un expert. Tu confirmes ça? Oui, tout à fait. Moi, ça fait 2 ans et demi maintenant que je travaille avec Olivier et ça fait 3 ans que j'ai commencé la course à pied. J'ai commencé en club et s'il n'y avait pas eu de club, j'aurais jamais commencé la course à pied. Donc je critique absolument pas la structure et les entraîneurs qui sont aussi bénévoles font un boulot formidable. Mais en fait, étant débutante, j'ai voulu trop en faire. Je n'y connaissais rien et finalement, les entraîneurs ne peuvent pas accompagner individuellement quand ils ont des groupes de 30, 40. C'est ce qui m'a amené à en faire trop, ne sachant pas et ne m'y connaissant pas et à me blesser. Et c'est à ce moment-là que par hasard, en écoutant un très bon podcast, j'ai découvert la structure, voilà. J'ai découvert la structure ESC et ça m'a donné envie. On s'est contacté avec Olivier. Et du coup, moi, aujourd'hui, avec le recul, je suis très contente parce que je peux découvrir et aller de plus en plus loin dans un sport qui me passionne, qui est le trail et allonger petit à petit des distances. Et moi, je suis pas professionnelle du sport, mais je suis professionnelle à côté. J'ai un boulot très prenant. Je pars à 7h15 le matin, je rentre, il est 19h30 le soir. Je ne peux pas, en fait, finalement, prendre le temps de réfléchir à mes séances. En plus, j'y connais rien et j'y connaissais rien quand j'ai commencé. Donc, d'avoir finalement, via Nolio,
des séances qui sont préparées, structurées, qui arrivent sur la montre et finalement je rentre et j'ai pas à réfléchir, je mets les baskets et je pars faire la séance. Ça, au quotidien, ça m'enlève une charge mentale comme Hugo, mais pour des raisons différentes. Ça m'enlève une charge mentale hyper importante. Et puis le deuxième aspect aussi, c'est que moi je suis ingénieure et j'aime bien creuser, j'aime bien comprendre. Et pour le moment, je me retrouve complètement dans la relation avec Olivier, parce qu'en fait, justement, toute la partie structuration et tout ça, elle est faite. Et du coup, derrière, Olivier va m'expliquer les séances, on va parler de mes ressentis, de ce qui se passe, de la course qui arrive, de comment gérer ça. Et finalement, dans ces 2 ans et demi qu'on a passé ensemble, j'ai aussi beaucoup appris, puisque j'étais débutante au départ. Donc, il y a vraiment à la fois ce côté structuration et enlever la charge mentale, et avoir aussi quelqu'un en qui je fais totalement confiance, mais que je peux aussi challenger parce que j'apprends à écouter mon corps, à faire mes ressentis et donc à être de plus en plus dans une relation un peu d'égal à égal et non plus au début de maître et d'élève parce que j'avais tout à apprendre, mais d'avoir cette relation enrichissante qui m'accompagne jour après jour dans la découverte et le perfectionnement dans la pratique. Merci Valérie. Hugo, pour revenir à toi au niveau de cet accompagnement, tu disais on te met un frein. C'est vrai qu'on te voit des fois sur les réseaux sociaux où tu en fais beaucoup en course à pied, mais est-ce qu'il y a aussi un accompagnement? Je sais que c'est une des grandes forces de la plateforme, du réseau, de vouloir parler toutes les semaines aux coachés, aux gens qui sont avec des coachs. Est-ce que pour toi, notamment, on va revenir sur cet abandon à la CCC, est-ce que pour toi, c'est important aussi d'avoir cette relation humaine, au-delà de stop, t'en fais trop, au-delà, t'as fait le boulot et tout, de se dire à un moment, les 15 jours après l'UTMB, ils ont été difficiles et Thomas, il est quelque part une béquille, un soutien pour te relancer sur le prochain objectif? Merci de m'enfoncer, Fred. Non, je rigole. C'est une blague. Ouais, oui, Thomas, c'est clair que ça fait du bien déjà d'avoir quelqu'un qui parlait. Je pense que le principe déjà d'une relation avec un entraîneur, au-delà de l'entraînement pur et basique, c'est juste de parler à quelqu'un, on va dire, de parler de ses émotions, de son ressenti et de pouvoir recréer cette flamme et cette envie de repartir, quoi. On peut enchaîner avec Julia. Je ne sais pas si Julia nous entend. Je ne sais pas si vous m'entendez. Julia. Bonsoir Julia. Alors, toi, tu as un rôle un petit là, elle est encore dans le train, on dirait, ou dans le métro, non? C'est ça? Ouais, il me reste 5 minutes, je pense, là, avant de partir. Toi, alors, c'est l'info du soir, c'est que tu vas intégrer le réseau. Tu as intégré le réseau en tant que coach. C'était quoi la démarche de vouloir intégrer ce réseau en tant que coach pour essayer de faire vivre tes passions, ou en tout cas, je sais que tu es très passionné par l'entraînement, par tout ce qui est performance, mais tu es jeune aussi. Tu avais besoin de rejoindre ce réseau? Merci de notifier la jeunesse parce que ça fait plusieurs semaines qu'on me donne 10 ans de plus, donc ça fait plaisir. Mais non, en fait, pour être vraiment honnête, je ne connaissais pas du tout ce réseau. Et oui, vous m'avez contacté par Instagram. Et du coup, je me suis intéressée pas mal à ce réseau. Et par échange avec Thomas, etc., les différents coachs Romain et les autres, j'ai été très intéressée et très intriguée par le challenge. Et comme je commence dans ce métier-là, c'est vrai que d'avoir un suivi et en fait la démarche d'évaluation et de prise de connaissance de mes compétences dans un premier temps, ça m'a attirée par le fait que je ne tombais pas dans n'importe quoi et que j'allais vraiment avoir des gens derrière qui allaient me guider et qui allait répondre à mes questionnements, et ça allait être un partage plus que aussi une évaluation. Donc non, ça a été une... je ne sais pas si vous m'entendez toujours bien. Oui. Ouais, ça a été plutôt une prise de connaissance et après un échange avec du coup les fondateurs de ce super réseau, et donc je ne connaissais pas du tout. Donc, voilà.
On entend la dame de la SNCF en même temps qui parle, et nous, on n'est pas en train. Désolée. On va terminer cette rubrique témoignage avec Marilyn Nakache, que beaucoup de gens connaissent, vainqueur de la TDS l'an passé, championne de France de trail long, maintenant ça date un petit peu, 2018, vainqueur du marathon des Sables 2023, un palmarès très long. Hein. On s'est amusé tout à l'heure à regarder, certains étaient même étonnés. Salut Marilyn. Oui, salut, vous m'entendez bien? Parfaitement. Eh ben toi aussi, on va l'annoncer. Tu intègres le réseau en tant que coach. Alors, c'est pas encore complètement officialisé sur les papiers, puisque tu es en train de passer un CQP au niveau de la Fédération, je crois, française d'athlétisme. Tu peux nous en dire plus? Oui, tout à fait. En fait, je me suis reconvertie il y a à peu près 2 ans maintenant. Avant, j'étais ingénieure en matériaux, voilà, et je voulais vraiment faire un métier passion plus que un métier nécessaire pour m'alimenter. Et donc, je me suis lancée dans la formation CQP afin d'avoir un diplôme professionnel pour pouvoir faire le métier de coach. Comment tu es venu à Expert Sport Coaching? Tu connaissais ou c'était pour toi aussi un besoin d'être finalement encadré dans tout ce qui est démarche administrative, communication, aussi formation, parce que vous faites aussi des retours hein, toutes les semaines, vous vous retrouvez ensemble pour échanger et aussi améliorer vos prestations personnelles. En fait, je connaissais pas vraiment, je connaissais un peu Nicolas qui en parlait un peu et vous m'avez contacté, Expert Sport Coaching m'a contacté et m'a expliqué un peu le principe et c'est vrai que je me suis sentie un peu moins seule, disons et qu'être coach indépendante, j'avais besoin d'une structure, j'avais besoin, d'un réseau et c'est comme ça que j'ai rapidement accepté la proposition qu'il m'avait faite. Alors là, c'est pour quand la fin du CQP, pour que tu puisses vraiment être officiellement, on l'a vu, détentrice de la carte pro? Normalement, ça devrait être cette année, d'ici fin d'année. Il faut encore que je rédige le rapport, mais tout le reste a été fait. Tous les modules, il m'en reste juste 2 à passer sur les 18 de modules qu'on a fait pour pouvoir passer le diplôme. Des choses à ajouter dans l'Assemblée, Romain, Rémi, Alex? Des questions? Des questions? Ouais. Question, on a quelques questions. Donc, première question de Michael qui demande comment se sentir légitime quand on débute et comment savoir comment accompagner au mieux une personne. Les programmes, les séances, ce genre de choses. Alors, je sais pas. Si je peux, là, tu veux répondre? Ouais. On rencontre souvent ce que j'adore, c'est Nico qui m'a dit ça, le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que le syndrome de l'imposteur, c'est en fait, c'est exactement en fait ce que disait tout à l'heure Alexandre. Il y a plein de coachs qui ont des super images parce que c'était des super sportifs et qui ont beaucoup de crédit du coup. Et on rencontre, nous, des coachs qui ont beaucoup de savoir, qui ont lu beaucoup de bouquins et qui ont un savoir énorme, mais qui ne se sentent pas légitimes parce qu'ils n'ont pas fait de super performances. Mais en fait, la performance, je sais pas, ça a amené un petit peu de plus, mais on peut largement la compenser par le savoir. Et après, c'est sûr que si tu veux coacher quelqu'un qui fait de l'ultra à haut niveau, si tu n'as jamais fait de l'ultra, ça va être compliqué, on est d'accord. Parce qu'il y a des choses qu'il faut que tu ressentes pour le faire. Mais il faut vraiment avoir confiance dans le savoir, je pense. Et petit à petit, nous, quand on certifie quelqu'un, on va le certifier pour pouvoir coacher pour nous, mais on va pas lui donner tout de suite quelqu'un qui arrive comme ça, qui veut préparer une diagonale des fous ou un truc de dingue. Et on va prendre en considération son savoir, avec qui il va se sentir bien, et peut-être que dans un premier temps, il va coacher des gens qui font des trails courts, qui font peut-être des semis, s'il a eu cette expérience-là. Et petit à petit, au fil du temps, s'il a envie d'aller plus loin, il va falloir qu'il pratique un peu,
peut-être qu'il augmente son savoir et c'est ça qui est super intéressant dans le réseau aussi. Donc, je pense qu'il faut prendre son temps et voilà. Et si je peux rajouter, je te coupe, Oui. mais ce qui est hyper important aussi, je pense dans le coaching à distance qu'on propose, c'est vraiment l'aspect communication aussi. Oui. Parce que comme tu dis souvent, et comme on le dit souvent, si on a beau avoir le meilleur plan d'entraînement, si on ne sait pas communiquer avec la personne qu'on accompagne, il ne sert à rien. Et si on ne sait pas le mettre à jour, si on ne sait pas le faire évoluer. Donc je comprends ce sentiment d'imposteur, parce que je l'ai eu et je l'ai encore. Mais globalement, je pense que les meilleurs coachs, ce sont quand même ceux qui ont une grosse capacité d'écoute et d'empathie pour savoir, pour aller à sentir la personne qu'on a en face de soi, etc. Et ça, c'est quelque chose qui, normalement, dans la formation, c'est quelque chose qui est difficile à acquérir aussi. Mais pour moi, si déjà on est empathique, qu'on a cette volonté de s'intéresser à l'autre et tout, déjà c'est une première chose qui est un premier pas de fait, quoi. Olivier, la question, Rémi. Ouais. Encore 2 questions. On a Valérie qui pose une question et qui nous demande si à terme, on pourrait imaginer que les coachs puissent utiliser les outils et les analyses de l'IA pour se focaliser plus sur les conseils, sur les explications et l'accompagnement. Je pense que oui. De toute manière, l'IA, ça sert à quoi? Ça sert à gagner du temps. Donc, tout ce qui peut être fait aussi bien que nous, pourquoi on continuerait à le faire? Moi, c'est ce que je disais, l'IA, en fait, c'est pas un concurrent, c'est juste un moyen de pouvoir donner plus de temps à nos sportifs. C'est exactement ce que nous essaie de faire aussi, c'est faciliter, en fait, tout ce processus pour que le sportif, il n'ait plus qu'à aller courir. Nous, en fait, on essaie de faciliter tout le truc pour que le coach, il n'ait plus qu'à s'occuper du sportif le plus possible. Donc, je pense que c'est super complémentaire quand même. Après, voilà, il y a des déviances comme puis l'avantage aussi, c'est que très souvent, tu vas faire un coach qui fait beaucoup sur son expérience. Peut-être qu'il y a un cas qu'il n'aura jamais rencontré, quand tu n'arrives pas à progresser, qui va rencontrer des difficultés à un moment donné, peut-être que l'avantage de l'IA, c'est de pouvoir avoir analysé ça sur des milliers des millions de personnes. Et donc, c'est peut-être ça aussi l'intérêt. Alex. Oui. Du coup, on a lancé une thèse en janvier là, en IA, justement, pour justement assister le coach. Et nous, notre vision, c'est exactement ce que tu as dit, Thomas, c'est vraiment de faire gagner du temps au coach, lui suggérer que là, peut-être l'athlète, il est surfatigué, lui suggérer peut-être des séances, mais toujours donner le bouton final, entre guillemets, au coach, mais lui faire gagner du temps. Et le coach pourra, entre guillemets, dire oui, ça c'est pertinent, ah oui, ça je n'avais pas pensé, non, ça c'est aberrant, parce que l'IA sortira des trucs aberrants. Mais tant qu'il y a le bouton final, c'est le coach, pour nous c'est hyper pertinent et le coach pourra gagner vraiment beaucoup de temps. En tout cas, ça sera des outils que nous on essaiera de proposer, mais avec toujours le coach en décisionnaire final, quoi. Et on a besoin, je pense, de laisser l'humain quand même au cœur du dispositif. J'imagine que Hugo, s'il avait eu qu'un robot qui lui parlait les dernières semaines, ça aurait peut-être pas été très judicieux, non? Après, comme je l'ai raté, peut-être un robot, il aurait fait mieux le boulot. Hein. Il y a une autre question, du coup, un peu dans la même catégorie de Sébastien qui demande, pour être efficace, combien d'athlètes un coach peut avoir? Bonne question. Ouais, ça c'est là. Moi, je peux donner un élément. Peut-être. Déjà, tout dépend du type d'athlète qu'on a. Parce que tu vas pas passer le même temps sur un triathlète élite, par exemple. Thomas, il en a quelques-uns, voilà. Un athlète débutant qui a un petit objectif. Voilà. Donc, tous les deux, tu vas les traiter au mieux, bien entendu, mais il y en a un, tu vas passer plus de temps. Bon, c'est clair que si tu as que des triathlètes, tu vas pas pouvoir en avoir énormément. Et inversement. Après, il y a le temps que tu veux consacrer aussi. Le temps que tu veux consacrer. Il y a des coachs, ça les dérange pas de travailler de 7h du matin à 20h le soir, à faire des plans, à faire des calls, etc. Et puis d'autres, ils continuent à s'entraîner aussi, hein, donc ils ont un petit peu moins de temps. Donc ceux-là, forcément, ils vont avoir moins de temps. Mais ce qui est super important, c'est que quoi que tu fasses, tu ne dois pas dégrader
les fondamentaux, c'est-à-dire la relation que tu as avec l'athlète, parce que finalement, c'est notre plus-value, le cœur de notre plus-value, c'est ça. C'est la relation que tu vas avoir avec l'athlète, c'est la compréhension fine de l'état d'esprit de l'athlète, de son état de fitness à un moment donné, parce que tu as des chiffres qui sont donnés avec la plateforme Nolio, mais rien ne vaut aussi une conversation avec l'athlète, parce que des fois, il y a des non-dits, des choses comme ça, et ça, tu dois passer du temps là-dessus. Ça, c'est super important. Donc après, pour répondre à Sébastien, quand tu mets tout ça dans un shaker… Un dernier point après, c'est l'expérience du coach. Bien sûr. C'est-à-dire que un coach qui commence, un certain, quand on leur dit tu vas pouvoir coacher 15, 20 personnes, ils trouvent ça énorme. Voilà, et quand tu fais ça depuis 20 ans, 15, 20 personnes, c'est même pas à mi-temps. Exactement. Donc, voilà, c'est parce que tu as des réflexes, des automatismes, voilà, puis en plus, avec Nolio, tu optimises vraiment le truc. Enfin, nous, maintenant, on a une bibliothèque de séances, on gagne énormément de temps sur tout ce qui est programmation. Comme disait Nico, en fait, le contenu, c'est super. Le contenu du programme, c'est super, mais c'est pas ça qui fait le bon coaching. Tu peux avoir le meilleur contenu du monde, s'il n'est pas mis à jour, il vaut rien. Donc, il faut gagner du temps sur le contenu, et ça, c'est avec l'expérience, après, que tu gagnes beaucoup de temps, quoi. Donc, on peut donner un chiffre, quoi, mais voilà, un coach qui débutant, ça va être 15, un coach vraiment hyper expérimenté, jusqu'à 50, tu peux gérer si c'était ton métier à plein temps. Après, ça va dépendre des offres. Parce qu'il y a des coachs qui vont avoir l'offre basique où c'est annoncé que tu vas avoir ton mise à jour du plan une fois par mois, bien sûr. Non, pas dans notre, voilà, vous avez une offre dans un système où tu peux avoir vraiment une visio toutes les semaines avec un coach. C'est compliqué après de faire plus choix. Question. Il reste une dernière question. C'est Laurent, j'imagine, qui souhaite se lancer en gardant un mi-temps à côté avant d'avoir suffisamment d'athlètes. Et qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que c'est possible pour intégrer le réseau, étant donné qu'on parle de professionnalisme? Voilà, Nico, si tu peux répondre là-dessus. Du coup, alors moi qui suis issu d'une reconversion professionnelle, c'est clair que c'est très très compliqué de passer d'une situation salariée, etc., à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui installés, etc. Donc évidemment, c'est sûr que dans ce cadre de professionnalisation dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que nous, on va faire en sorte de prioriser et de rendre quasiment exclusif l'entrée de notre réseau aux gens qui veulent se professionnaliser, il y a évidemment une période transitoire qui est indispensable quand on veut se reconvertir. C'est évident. Donc oui, c'est sûr que il est possible qu'on intègre des coachs qui aient des belles motivations, des beaux profils, mais qui soient dans une logique intermédiaire de volonté de construction, de basculement, on va dire. Donc oui, c'est tout à fait possible. Après, évidemment, ça sera par rapport à la discussion qu'on aurait avec lui, par rapport à ses volontés, etc. Mais oui, c'est tout à fait possible. Puis il ne faut pas oublier qu'on est tous passés par là aussi. Donc, forcément. C'est bon, question. Merci pour les questions, pour ceux qui ont interagi. On va peut-être conclure là. Ça fait 1h45. On a, comme en politique, dépassé le temps du débat. Merci à tous ceux qui se sont connectés, qui nous ont suivis. Merci aux intervenants, Hugo, Marilyn, Valérie, Julia, Adrien. Grand merci depuis Paris d'avoir consacré du temps. Toujours intéressant d'échanger avec toi. On connaît ton engagement vis-à-vis des débats sur la Fédé, sur le trail et sur le running. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Romain, Run Motion Coach, Rémi, Prépa Sport, François-Alexandre de Nolio, et puis à nos 5 coachs que vous pouvez contacter. Vous pouvez vous connecter au site Esper Sport Coaching, les rejoindre si vous voulez être coach et surtout les rejoindre si vous voulez être coaché. Merci, à bientôt. Et merci à la LMF, Ligue Méditerranéenne de football, pour leur accueil aussi. À bientôt. Ciao.